avancer un petit peu comme ça. Et puis, à la prochaine. Aline, merci pour votre présentation. Vous avez trop dit, je me rends compte. J'espère que je vais être à la hauteur de ces éloges. Je me permets de commencer cet exposé. D'abord, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de parler une vingtaine de minutes à peu près sur le sujet, et puis après, je vous laisserai la parole. Je vous demanderai lors du débat, non pas de faire des commentaires, vous pouvez faire les commentaires chez vous ou avec des amis à l'extérieur, mais ce que j'aime beaucoup, c'est précisément à questions précises, réponses précises. On n'est pas là pour nous entendre parler. On a fait ça ailleurs, mais là réellement, voilà, je reparlerai de ça tout à l'heure. Je vous remercie pour votre invitation. Et je dois vous dire une chose qui me touche énormément, c'est que ici, à cette place-là, j'avais 12 ans lorsque j'ai entendu Missa Hajj et Farah Abbas. Cet endroit-là, parce qu'il y avait, la disposition était différente, bien entendu, c'était une grande salle, les meetings se passaient ici. Et donc, réellement, voilà, ça me touche énormément. Je suis très ému de partager avec vous ces souvenirs. Le thème que je vais exposer devant vous d'une manière assez rapide, parce que c'est un thème qui est très, très important dans la vie de chacun, dans la vie des nations, et je dirais même demain, dans la vie du monde entier, dans la mesure où ce que je vais vous dire pourrait donner quelques idées en matière d'écologie, en matière d'économie, de partage, enfin bref, je parlerai de tout cela. Donc le thème n'est pas anodin, mais il nous concerne tous. Il nous concerne tous. Il est à l'intérieur de nous. Et mon rôle, c'est précisément de le faire émerger par-delà notre façon d'être. Le thème est la culture et l'économie en débat. C'est un thème qui est, à mon sens, comme je viens de le dire, essentiel. Essentiel dans la vie de chacun, dans la vie des nations et dans la vie humaine. Je suis en train de réfléchir un petit peu, d'introduire le sujet de la manière la plus simple et la plus compréhensible. Donc la culture et l'économie en débat. Comme tout ce qui est en débat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dialogue. Le débat, c'est le dialogue. Et souvent, le dialogue a besoin de ce qu'on appelle médiateur. On a besoin, lors de ce dialogue, de ce qu'on appelle un facilitateur. Et le débat culture, économie nécessite une tierce personne. Un tiers. Quel est ce tiers? Nous avons d'un côté la culture, de l'autre côté l'économie qui rentre en débat, en dialogue, quelque part en confrontation. Et puis dans une métaposition, nous avons besoin d'un tiers, d'une personne neutre a priori,
et qui pourtant joue un rôle de catalyseur important, vital. Quel est le rôle de ce catalyseur et qu'est-il? Puisqu'il s'agit d'économie et d'écologie, ce tiers, c'est précisément le politique. Le tiers du débat, c'est-à-dire celui qui va faciliter la discussion entre la culture et l'économie, c'est précisément le politique. Mon rôle, ici, n'est pas de critiquer ou de vous dire de quel côté j'ai des opinions, bien entendu, mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment quelque chose de, entre guillemets, d'objectif, c'est-à-dire à la limite scientifique. Je n'y crois pas, mais j'essaierai de le faire. Ce catalyseur, ce politique, a malgré tout un rôle fondamental. Dans le débat, je répète, dans le débat culture, économie, le rôle du politique est fondamental. Malheureusement, par expérience, je considère que le politique, généralement, à de rares exceptions, ne joue pas son rôle. L'un des actes fondamentaux du politique, c'est donner les moyens à l'organisation qu'il préside, des moyens pour vivre. À l'échelon national, comme chacun sait, un des problèmes du politique, c'est la rareté des moyens. Et le rôle du politique, c'est précisément d'essayer de répartir de la manière la plus équitable et selon certaines visions politiques, de partager ces ressources rares. Le rôle du politique, bien entendu, voyez-vous, il se trouve entre, et position supérieure, entre la culture et l'économie. Le politique se trouve dans une situation paradoxale très difficile. Et ce rôle difficile, paradoxal, c'est le choix final en matière de budget, par exemple, eh bien, lui appartient. Il se trouve qu'il a des moyens rares, insuffisants, limités, et il a l'objectif, son rôle, c'est précisément de satisfaire des dialogants, si vous voulez, contradictoires. Le politique, revenons et c'est là où je voudrais que le débat s'instaure, le moment venu, le politique est tiraillé, à propos du budget, il est tiraillé entre le présent et l'avenir. Le présent et l'avenir. Vous commencez probablement à voir un petit peu quel est le rôle du politique. Un rôle difficile, paradoxal, difficile, pas aisé. Et le politique, ses décisions et ses choix sont par définition contradictoires. Pourquoi ces décisions sont dans un monde contradictoire?
La première contradiction, c'est que nous avons donc, comme je viens de le dire, il y a le présent et il y a l'avenir. La deuxième contradiction dans le rôle du politique, c'est le matériel, et vous comprenez très bien à quoi je fais référence, le matériel, et en face du matériel, il y a l'immatériel. Donc, le pouvoir est entre les deux, le matériel et l'immatériel. Troisième contradiction du politique, il est à mi-chemin entre le contenant et le contenu. Ce sont des éléments que j'expliquerai plus tard. Ça semble être un petit peu abstrait, mais c'est un caractère concret extraordinaire entre le contenant et le contenu. Le politique est aussi en contradiction avec l'immédiateté, avec le court terme et le long terme. Vous comprenez très bien que réellement, il est dans une situation difficile et pourtant il a choisi cette situation et il devrait la jouer, ce rôle, il devrait le jouer d'une manière tout à fait scientifique, en tous les cas d'une manière équitable. Parce qu'à chaque instant, il risque de créer des événements parce que, justement, cet équilibre risque de ne pas y être. Nous avons dit que le budget d'un organisme quelconque et notre budget, nous sommes dans la même situation, nous avons des moyens limités. Nous avons des moyens limités et par conséquent, il va falloir tout de même, avec ces moyens limités, il va falloir faire le maximum. Devant cette situation, le politique a le devoir et la nécessité de s'adresser d'une part aux économistes, sans oublier les gens de la culture. La vision de l'un et de l'autre, ce sont des visions aussi contradictoires, et si vous avez suivi mon exposé, les premières phrases, eh bien précisément, lorsque je parle par exemple de contenant, vous comprenez, vous voyez derrière le contenant, c'est-à-dire des choses stables, nous voyons vraiment, c'est du béton. Ce sont donc des immobilisations immobilières, par exemple, c'est du béton. Et derrière le calcul du béton, etc., qui allons-nous trouver? Eh bien, c'est l'économiste. En face du béton, c'est-à-dire en face du contenant, nous avons le contenu. Et le contenu, qui représente le contenu? Ce sont les hommes de culture. De la même façon, lorsque je parle du présent et de l'avenir, qui représente le présent? C'est l'économiste, dans la mesure où il doit répondre à des situations d'urgence. L'économiste doit donner les solutions, par exemple, sur le problème du chômage, sur le problème de l'exportation, sur le problème de l'inflation, sur le problème de l'investissement, sur les problèmes des taux de change, sur les problèmes de la balance de paiement, etc. Donc des choses qui sont dures, stables, concrètes. Ce n'est pas le cas de l'homme de culture. Parce que l'homme de culture, il va parler de quoi? Quels sont les intérêts de l'homme de culture? C'est l'avenir. C'est l'avenir, l'homme de culture.
L'homme de culture, comme je le dirai dans quelques instants en plus de détail, c'est celui qui va nous ouvrir des portes. C'est l'homme de la créativité. C'est l'homme de l'innovation. Il n'a pas, en principe, si ce n'est avec sa conscience et devant l'histoire, l'homme de culture ne répond pas à l'immédiateté. L'homme de culture, c'est celui qui réellement imagine. C'est un homme de liberté, l'homme de culture. C'est un homme de créativité. C'est un homme qui réellement, pour qui le rôle, c'est précisément d'être créatif, d'être dans l'immatériel. On lui donne aussi la possibilité d'être dans l'imaginaire, dans le rêve. Bref, toutes les conditions de la création. L'économiste, lui, il a des deniers à préserver. L'économie, par définition, c'est un homme de l'immédiateté, de maintenant. J'ai des possibilités, j'ai un budget, j'ai eu des ressources budgétaires limitées ou même importantes, mais pour l'économiste qui fait de la bonne gouvernance, de la bonne économie, eh bien, il y a toujours possibilité, l'économiste devrait avoir un petit peu une tendance un petit peu d'avare. Parce qu'il est responsable des deniers qu'il a en sa possession. Donc, l'économiste, c'est la personne du refus, du non. Dans un gouvernement, par exemple, vous avez les économies, vous avez un gouvernement qui discute du budget, un gouvernement eh bien, nous trouvons toujours le ministre de l'économie et le ministre des finances, ils sont toujours là, à la fin. Est-ce que moi qui fais ça? Non, ça arrive. Alors, donc, dans un débat budgétaire gouvernemental, nous avons toujours, n'est-ce pas, ce ministre de l'économie, ce ministre de la finance, ils sont toujours à l'affût, ils sont aux aguets. Attention, que va demander tel ou tel ministère. Et pour votre information, j'ai lu hier, comme peut-être tout le monde, la liste du budget pour 2016. Et réellement, à partir de la lecture de ce budget, des différentes lignes du budget, on sait exactement quels sont les choix politiques qui sont faits au nom du pays. Le budget de la culture algérienne est de 19 milliards de dinars. Le budget de l'armée algérienne est de 1180 milliards. Vous voyez un petit peu la différence et quels sont les choix qui sont faits par le pouvoir. Je ne vais pas m'appesantir sur la chose. Je reviens un petit peu à des banalités, à des choses de la quotidienneté. Quel est le rôle de l'économiste? C'est précisément de payer, d'assurer une dotation au ministère de la Culture. Et en quoi consistent ces projets? Nous allons trouver des bibliothèques, nous allons trouver des musées, nous allons trouver des conservatoires, nous allons trouver des opéras, on peut trouver les maisons de la culture, etc. Donc, le ministère de la Culture défend un budget qui est le sien en essayant d'avoir le maximum de réalisations. Et ces réalisations vont être précisément financées par le budget de l'État et qui est entre les mains de l'économiste, c'est-à-dire du ministère de l'économie. Et par expérience, le ministère
de la culture, ou plus exactement le ministère de l'économie, dira toujours vous demandez trop. Et le ministère de la Culture veut toujours avoir plus. Et il appartient donc au pouvoir de régler la situation et puis de jouer son rôle d'arbitrage. Le chef du gouvernement et le rôle du chef du gouvernement, c'est l'arbitrage entre entre des ressources, si vous voulez, des ressources et des dépenses. Par conséquent, il lui appartient, dans un premier temps, de ramasser, c'est-à-dire d'avoir les ressources maximales, et puis, en même temps, de procéder à la répartition, c'est-à-dire à des dotations pour les différents ministères. Est-ce que je peux avancer un petit peu dans la mesure où nous savons maintenant, vous voyez un petit peu l'objet du débat, hein, contenant contre contenu, présent contre avenir, etc. Ce que je disais tout à l'heure, matériel contre immatériel. Là, dans un premier temps, j'ai montré un petit peu, si vous êtes d'accord avec moi, nous avons montré un petit peu les problèmes de l'économiste. Et quel est le rôle de l'économiste? C'est de financer les projets et les réalisations décidés par le gouvernement. Maintenant, quel serait le rôle de la culture? Le rôle de la culture, c'est très important, ce sont réellement c'est trouver des valeurs indispensables à la vie sociale et par conséquent à la réalisation des projets économiques, des projets tels que je les ai listés tout à l'heure, à savoir les musées, les bibliothèques, etc., etc. Le problème de la culture, c'est qu'elle n'est pas profitable dans l'immédiat. Les résultats, la culture est une activité à long terme. On ne peut pas exiger d'un ministère de la culture ou d'un philosophe, etc. On ne peut pas exiger quelque chose, un résultat immédiat, concret immédiat. Par contre, mais le rôle de la culture, il est absolument fondamental. Et on ne fait rien sans précisément les éléments de culture. Quel est le contenu de la culture? Tel que je le comprends, mais chacun peut avoir sa vision de la culture. Mais pour ma part, je dirais que la culture, c'est un ensemble, c'est de l'histoire. La culture, c'est de l'histoire. La culture, c'est de la philosophie. La culture, c'est de la linguistique. La culture, c'est la poésie. Et bien entendu, les éléments de la peinture, le dessin, etc., sont à l'intérieur de ces éléments. Qu'est-ce à dire lorsque je dis que la culture est philosophie? Et quels sont les liens avec l'économie politique? Le rôle de la philosophie, c'est d'apprendre, d'enseigner, de donner un petit peu la mentalité, la façon de penser. La philosophie est une façon de penser qui, à chaque élément de développement, à chaque civilisation, eh bien, la philosophie nous sert précisément à nous donner cette façon de penser. Et bien entendu, la façon de penser est en relation avec le monde réel dans lequel nous vivons. Mais la philosophie
et chose très très importante, la philosophie c'est elle qui nous apprend à représenter le monde réel. Parce que nous n'avons pas, chacun d'entre nous, chaque gouvernant, chaque politique n'a pas la totalité de la représentation du monde. La représentation, elle n'est pas là, la représentation. Or, ce qui fait la philosophie nous permet de voir quelles sont les séquences, comment l'esprit fonctionne et quelles sont les logiques qui nous permettent précisément de réaliser une vision du monde qui soit la plus proche possible. Je lisais dans un journal économique il y a 3 ou 4 jours, Les Échos pour ne pas le nommer, c'est un journal du patronat français, et pour la première fois je vois quelque chose de peu diplomatique de leur part, parce que généralement ils sont très prudents, et ils caractérisaient, hélas, l'économie algérienne. L'économie algérienne a 2 défauts actuels, disent les Échos: l'incapacité de ses cadres et l'absence de vision. La culture, elle, et bien précisément, elle va nous permettre à former les cadres, donc à remédier à cette incapacité des gouvernants et des cadres, à cette élite. C'est le rôle, bien sûr, donc de la culture, la philosophie en l'occurrence. Par conséquent, en permanence, nous changeons. La philosophie nous permet d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir nos horizons. Rôle de la philosophie. Deuxième élément de la culture pour moi, c'est l'histoire. Il y a un adage qui dit qu'un peuple qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Par conséquent, il nous appartient, la culture va nous permettre, par ses expositions, par ses études différentes, elle va nous permettre, l'histoire, elle va nous permettre de nous enrichir et de nous dire exactement d'où nous venons. Parce que pour se connaître, la question « qui suis-je ?», elle dépend d'où je viens et elle dépend également où je vais. C'est ça la définition. La culture nous permet cette trilogie, n'est-ce pas? Qui suis-je? La culture nous donne la réponse, des éléments de réponse. D'où je viens? La culture, par l'histoire, nous donne cette réponse. Et l'avenir, eh bien, c'est parce que, eh bien, on va imaginer la créativité, eh bien, va nous dire la prospective, le futurisme, etc., nous permet de savoir un petit peu où nous allons. Il y a un proverbe qui dit, que je rappelle assez souvent, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où aller. Par conséquent, notre responsabilité, et la culture nous donne cette responsabilité, et en même temps, elle nous donne la réponse au problème, c'est qu'elle nous dit, la culture nous permet de dire où est-ce que nous allons. Or, dans beaucoup de pays, et puis chez beaucoup de personnes, ils entreprennent des choses, mais ils n'ont aucun objectif. Ils ne savent pas où ils vont. Ils peuvent dépenser de l'argent, ils peuvent construire des maisons, des immeubles, créer des entreprises, mais malheureusement, ils n'ont aucune vision de l'avenir. Par conséquent, la culture, voyez-vous, elle joue un rôle important dans la formation de cette vision. Donc, philosophie, rapidement. Histoire, vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Troisième élément de la culture, c'est le langage. Le langage. Aujourd'hui, on est en train, et depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on a trouvé l'importance du langage. Les études de sciences sociales, les études de sciences humaines, jusqu'aux années 1950, délaissaient le langage. Il y a eu, bien entendu, des linguistes fameux, Saussure par exemple, et puis Chomsky, là aussi, n'est-ce pas, pour les gens
que la linguistique intéresse, mais réellement, ils doivent le langage joue un rôle important, je dirais essentiel. Le langage joue un rôle vital. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la langue maternelle. La langue maternelle. Le rôle de la langue maternelle. Il se trouve que cette langue maternelle qui est la nôtre aujourd'hui, elle est vraiment dans un état de délabrement extraordinaire. Nous ne savons pas quelle langue nous parlons. Nous ne savons pas quelle langue nous parlons. Et quelle est la langue qui est la plus à même d'être dans le contemporain et de nous aider précisément à utiliser nos ressources de la manière la plus intelligente et la plus efficace. Nous ne savons pas cela. Par conséquent, la culture, son rôle, c'est d'inciter les gouvernants, c'est-à-dire les responsables, inciter les responsables à nous fixer une langue, à nous donner des éléments de base quant à la linguistique. Nous avons besoin de linguistes. C'est un problème absolument vital. Si nous ne maîtrisons pas la langue, et malheureusement, entre parenthèses, je pense que nous sommes loin de maîtriser notre langue, qu'elle soit française, qu'elle soit tamazight, qu'elle soit arabe, etc. Mais malheureusement, elle ne correspond pas. Vous savez, je vous parlais des études qui ont été faites. Il y a tout un secteur de réflexion sur ce qu'on appelle les neurosciences. Et il y a des techniques qui peuvent nous servir précisément à revenir à la maîtrise de notre langue. Et de n'importe quelle langue, mais maîtriser la langue. Parce que, je répète, la langue, les mots ont une importance capitale. Les mots ont une importance capitale. Mais attention, et là, ce sera l'objet, j'espère, de questions. C'est que les mots ne sont pas la chose. Le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la chose. Lorsque je vous dis, par exemple, le pain, c'est un mot. Est-ce que vous pouvez manger ce mot-là? Non. Parce que le mot n'est qu'une représentation de la chose. Ce qui vous paraît là évident, malheureusement, ce n'est pas vrai. Par expérience, je sais, à des niveaux les plus élevés et les plus divers, les gens prennent le mot pour la chose. Et tant que nous prenons le mot pour la chose, on ne s'en sortira pas. D'où la nécessité d'être vraiment à cheval, d'être conscient que le langage fait par les mots est d'une importance, je dirais, vraiment vitale. Je sais de quoi je choisis mes qualificatifs. La linguistique est quelque chose de vital. Pour les raisons que je vous ai dites. Le mot n'est pas la chose. Et le mot ne représente pas toute la chose. Le mot ne représente pas toute la chose. Et enfin, le mot est autoréflexif. Qu'est-ce que ça veut dire, autoréflexif? Ça veut dire que nous donnons à chaque mot que nous utilisons le sens qui nous appartient. On dit, lorsque j'écris quelque chose, eh bien, je fais une carte en définitive, je fais une représentation de la chose. Et je signe le cartographe, c'est-à-dire lorsque j'écris quelque chose, le cartographe est dans la carte. Le cartographe est dans la carte. Ce sont des concepts qui en même temps sont paradoxaux dans la mesure où ils sont évidents, c'est vrai, c'est évident, mais en même temps réellement et qui sont méconnus, ils sont inconnus, ils sont ignorés. Alors qu'il faut la prise de conscience, savoir que réellement, eh bien, nous sommes
Donc, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est comme une carte que je suis en train de vous donner. Ce n'est pas génial, mais ce que je dis m'appartient. À travers moi, vous pouvez très bien déduire un certain nombre de choses. Et la vision que vous avez de moi, elle vous appartient. Que vous m'aimez, que vous me haïssez, que vous, etc. La haine que vous pouvez m'apporter, l'amour, l'affection que vous pouvez m'apporter, elle est dans votre tête, elle n'est pas chez moi. Je n'y suis pour rien. L'opinion que vous avez de moi, elle n'est pas chez moi, elle est chez vous. C'est très important ce que je dis. L'opinion, votre vision du monde, elle vous caractérise. Votre vision du monde est originale, elle vous appartient, elle est unique, elle est subjective. La culture, telle que je la définis et telle que je la comprends, eh bien, précisément, nous apprend ces éléments-là et à ne pas confondre le mot et la chose. Quatrième élément de la culture, la poésie. La poésie, qu'est-ce que ça veut dire la poésie? Ça veut dire vraiment donner la place qui convient à l'imaginaire. Et on a besoin de la poésie, on a besoin de poètes. On a besoin de poètes pour précisément imaginer, pour rêver l'avenir. Eh bien, c'est l'imaginaire, c'est le créatif, c'est l'innovateur. Et la culture est innovatrice. La culture, ce n'est jamais la répétition du même. Elle est toujours nouveauté. Elle est innovation, je le répète. Elle est imagination. Voilà, si vous voulez, je vais m'arrêter là pour vous dire, hein, j'espère être arrivé à vous montrer un petit peu la position du politique en tant que médiateur, en tant qu'arbitre, et l'arbitre entre deux discours, si vous voulez, entre de réalité. Nous avons la réalité économique, n'est-ce pas, avec ses limites, avec ses besoins, avec ses limites, ses contraintes, et nous avons, de l'autre côté, nous avons la culture avec également avec ses non-limites. La culture n'a pas de limite. Ce dont a besoin la culture, c'est uniquement la liberté. La culture est un phénomène libertaire, c'est-à-dire que c'est à partir de la culture que nous sommes créateurs d'autre chose. À partir encore une fois, la culture nous permet de changer l'état des choses. Jusqu'à maintenant, nous vivons dans un système, et puis l'imaginaire, eh bien, est capable de nous sortir de ce train-train. Voyez-vous, voilà un petit peu, je vais m'arrêter là, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions précises, parce que réellement, de votre part, je suis persuadé qu'il va y avoir beaucoup de questions précises, concises, auxquelles je répondrai de manière la plus claire possible.